Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Pour la première fois depuis le début de I Am an Equestrian, nous avons invité à notre micro une cavalière internationale de dressage, Morgane Barbanson-Mestre. Morgane a pris le temps, pendant ce confinement, de nous raconter son histoire, son parcours et les plus beaux moments de sa jeune carrière. Mais aussi de nous parler de ses chevaux de cœur, Painted Black, ou PB pour les intimes, et de Gus, ce cheval qui a eu un parcours si particulier. Confinement oblige, il s'agit du 2e épisode enregistré à distance, et nous espérons le dernier. On espère que la qualité sera plutôt bonne et que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Depuis ses débuts, en 1927, la maison française Racer a mis au point et fabriqué plusieurs milliers de gants avec toujours la même exigence, confort, élégance et qualité. Des premiers skis en bois aux derniers vélos freerides, en 2 roues comme à cheval, la performance et l'innovation sont des sources d'inspiration inépuisables. Inépuisables comme la passion qui les pousse chaque jour à aller plus loin, à se dépasser, à persévérer, à performer, quel que soit le sport, l'environnement et les conditions. Ce parcours est aujourd'hui symbole d'harmonie, une expertise technique et une recherche constante sur les dernières innovations technologiques et textiles sont les piliers permanents de la marque. Des piliers qui permettent de répondre chaque jour aux différentes exigences d'aujourd'hui et de demain, les vôtres, mais surtout des piliers qui inscrivent la passion dans la durée. Récemment, Racer a étendu son savoir-faire d'exception et répondu à de nouvelles exigences, celles des cavaliers, avec une collection de gants réalisés au croisement de l'héritage et de l'excellence. Pensé comme une véritable seconde peau, le gant d'équitation Racer est confortable et résistant. Sa coupe, parfaite, et sa finesse offrent un contact optimal avec la bouche du cheval. Ses matières réactives, tactiles et ultra respirantes évacuent la transpiration et l'humidité tout en conservant un excellent grip, quelles que soient les conditions météorologiques. Du CSO au polo, de l'élégance du dressage à l'obstination de l'endurance, du cavalier traditionnel au sensationnel. Comme Morgane Barbanson-Mestre, soyez prêts pour atteindre des sommets de performance. Rendez-vous sur racergloves.com. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Morgane, bonjour. Merci beaucoup de faire partie de ce podcast et d'enregistrer cet épisode avec nous. Donc, vous êtes cavalière de dressage, vous évoluez depuis plusieurs années au plus haut niveau et vous avez même participé aux derniers championnats et Jeux Olympiques. Si je ne me trompe pas, vous étiez même la plus jeune participante de l'histoire aux épreuves de dressage des Jeux Olympiques. C'est bien ça ? Voilà, exactement. La plus jeune à être rentrée dans le Grand Prix spécial à l'époque. D'accord. On aimerait pour commencer cet épisode que vous puissiez nous raconter un petit peu votre histoire, savoir comment vous avez commencé à monter à cheval, quelles ont été vos grandes étapes, les grandes étapes de votre carrière qui vous ont mené jusqu'ici, jusqu'à vos écuries à Genève et à votre position de cavalière de dressage international. Alors, l'histoire, elle est quand même assez longue, donc on va commencer depuis tout le début. Donc, je suis née à Paris et j'ai commencé à monter à poney. Je voulais aller voir tous les jours les poneys dans les bois de Boulogne et c'est comme ça que ça a commencé en fait. J'avais cette passion depuis toute petite. J'adorais les chevaux, je me rappelle pas d'un seul moment sans un cheval dans ma vie. Et donc après j'ai grandi à Genève donc j'ai fait mes études, j'étais à l'école internationale de Genève et j'ai commencé au Poney Club à la Palanterie à faire les cours collectifs. Donc on faisait des pony games, gymkhana, etc. Et j'ai eu mon premier poney à l'âge de 7 ans. Gourmandie, je me rappelle encore que j'étais tombée amoureuse de ce petit poney Welsh blanc avec un œil bleu. Et je tombais 3-4 fois par jour. En fait, il était aveugle d'un œil. Donc il avait super peur de tout, il avait peur de son ombre. Donc tous les coins et recoins, il faisait des écarts, des arrêts demi-tour. Il était très très fort pour les arrêts demi-tour. Et donc Morgane a finissait 3-4 fois, voire plus, 2 fois par terre. Je passais plus mon temps à remonter sur mon poney que sur mon poney. Mais bon, il m'a forgé le caractère, il m'a surtout créé de l'assiette. Donc et puis après j'ai eu la chance d'avoir mon premier poney de compétition
qui était basée en Espagne. Donc j'ai commencé à l'âge de 9 ans de faire les allers-retours sur l'Espagne tous les week-ends pour aller monter mes poneys, qui étaient maintenus au niveau par mon entraîneur de l'époque là-bas. Et je faisais les allers-retours sur Genève, Barcelone pratiquement tous les week-ends pour pouvoir aller monter les poneys, faire des compétitions et tout. Et à l'âge de 12-13 ans, j'ai fait mon premier international à Pompadour. Donc c'était en 2006. Moi, j'avais 13 ans. D'accord. En 2006, à Pompadour, c'était mon premier international. Et là, j'ai dit à mes parents, j'ai envie de faire de la compétition à haut niveau, en fait. Je voulais plus faire des nationaux. Je voulais aller faire les internationaux comme je voyais sur Internet et tous les grands cavaliers. Je disais, je veux faire comme eux. Donc, nous sommes partis à l'aventure en Allemagne, chercher mon premier poney pour ces épreuves-là, pour les épreuves internationales. Et donc, je me rappelle, on avait pris la voiture, on a fait un road trip à travers l'Allemagne pour chercher le poney. Donc voilà comment a commencé l'histoire sur l'international. Et donc j'ai eu de la chance d'avoir des chouettes poneys. Et en fait, comme j'ai étudié à l'école, je faisais des allers-retours tous les week-ends, pareil en Allemagne, pour aller monter les poneys. Et je passais toutes mes vacances, que ce soit les vacances de Pâques, les vacances de février, les vacances d'été, en Allemagne pour monter, pour faire mes compétitions. Et c'est comme ça que gentiment, ça a déroulé, ça a avancé. Après, pour mes 18 ans, j'ai eu la chance d'avoir Pivi, on en parlera plus tard. Et c'est là que la carrière en Grand Prix a commencé. Et c'est là que j'ai déménagé. Donc j'ai passé mon bac international et j'ai pris une année sabbatique pour préparer les Jeux Olympiques. Donc j'ai déménagé en Hollande en 2011 pour préparer les Jeux Olympiques de Londres, qui furent ma première grande échéance parmi les grands. Et ça, c'est quelque chose qui restera toujours gravé dans ma mémoire, mes premiers Jeux Olympiques. Et après, il y a eu Caen aussi, les Jeux mondiaux en 2014. Le Grand Prix de Caen m'a vraiment marqué. Ça a été 75 800, il me semble, presque 76. On a fait 9e du Grand Prix. Le public, c'était super, l'atmosphère. Et en fermant les yeux, je me vois encore tracer ce Grand Prix et ça me donne la chair de poule encore. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et après, il y a eu les championnats d'Europe de la Chapelle en 2015, où Pibi a pris sa retraite et la relève, donc Girasol. On a essayé de préparer des jeux pour Rio. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et puis j'ai repris 2018. Ça fut à nouveau mon deuxième finale de Coupe du Monde, parce que j'avais fait la finale de la Coupe du Monde en 2015 à Las Vegas. 2019, troisième finale de Coupe du Monde, cette fois avec Gus, ainsi que 2018. Et donc on devait partir à Las Vegas cette année. Malheureusement, avec le Covid, on est resté à la maison. Sinon, ça aurait été notre troisième finale de Coupe du Monde consécutive avec Gus. Et je me réjouissais vraiment d'y aller parce que je l'avais fait avec Pipi et c'était génial. C'était vraiment fantastique. Le public américain, c'est quand même un public incroyable. Et puis voilà, donc on est où on est au jour d'aujourd'hui. C'est un beau parcours en tout cas que vous avez jusque-là, et pourtant vous êtes encore jeune. Et je rebondis sur ce que vous nous avez dit, que vous aviez fait l'école internationale de Genève. Ouais. Et dans une interview que vous aviez accordée à Ouest France en 2012, ouais. Vous aviez 20 ans, si je me trompe pas. Ouais. Le journaliste écrivait que vous étiez une future étudiante en business et management. Et oui, je l'ai eu, mon bachelor. Ah, donc vous avez fait vos études du coup. J'ai mon bachelor en business management.
Donc ça, c'était le deal avec mes parents. Tu veux monter à cheval, mais tu dois avoir des études. Donc j'adore les études. Du coup, vous aviez fait le choix de continuer vos études parce que c'était un deal avec vos parents, c'était un peu une contrepartie du sport de haut niveau. Voilà. Ok. Aujourd'hui, ça vous aide dans... Oui. Et je pense, pas seulement parce que c'était un deal avec mes parents, mais surtout, je pense que c'est très, très important d'avoir des études. On n'est jamais à l'abri de se casser une jambe et de plus pouvoir monter à cheval. Et si on peut plus monter à cheval, on fait quoi? Il faut, au jour d'aujourd'hui, c'est pas comme si on peut frapper à la porte n'importe où et dire ah je cherche du travail, mais je suis pas diplômée, j'ai rien. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Donc, je pense que c'est toujours bien d'avoir un plan B parce que ça peut ne pas marcher aussi. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans mon business avec les chevaux, ça m'aide énormément d'avoir fait des études aussi pour gérer ma société, pour gérer la comptabilité. Tout ça sont des choses qui m'ont été apprises pendant mes études et que je mets à l'œuvre au jour d'aujourd'hui. D'accord. Il me semble que vous aviez commencé à cheval en faisant du saut d'obstacle. Est-ce que c'est vrai? Oui, exactement. J'ai commencé en faisant du saut. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi la discipline du dressage? Qu'est-ce qui vous a attiré quand vous avez commencé, quand vous avez goûté au dressage? Pourquoi avoir switché comme ça vers le dressage? Alors, à la base, j'ai fait du saut, du complet, mais ma maman, ça passait pas. Elle avait beaucoup trop peur. Donc, elle m'a dit, ma fille, ma mère était aussi cavalière de dressage, elle m'a dit, ma fille, si tu veux continuer à monter à cheval, il va falloir faire du dressage parce que là, le saut, ça va pas le faire. Plus ça montait, plus elle avait peur et donc, elle a bien fait les choses. Ils m'ont acheté un super poney de dressage qui faisait tout le Grand Prix. Ça veut dire, il faisait piaffe, passage, pirouette, changement de pied au temps. Il faisait tout. Donc, en fait, elle m'a un peu acheté avec le dressage, avec ce super poney qui faisait tout. Donc, je m'amusais comme une folle avec. Sauf que quand j'ai commencé à rentrer dans le carré à niveau poney et que je me suis rendu compte qu'il y avait pas le piaf, pas le passage, pas les changements de pied au temps et tous les trucs un peu sympas, je me suis dit mince, je me suis fait avoir là. Mais comme j'aime bien persister dans ce que j'entreprends, j'ai continué à cette discipline qui est en fait une super discipline. Pourquoi? Parce qu'on est très proche du cheval et moi tout le travail à la maison, j'aime beaucoup ça. J'adore apprendre aux chevaux, j'adore prendre des jeunes chevaux et les mener le plus loin possible et c'est ça que je trouve super du dressage. Vous avez donc commencé cette discipline dans des bonnes conditions. Et donc, comme vous nous l'avez dit, vous avez donc participé à 19 ans aux Jeux Olympiques de Londres. C'est jeune pour participer à une telle échéance. Est-ce que vous avez réussi à gérer la pression des Jeux Olympiques parce que vous étiez quand même, je le répète, mais la plus jeune cavalière dans votre catégorie en dressage. Comment est-ce que à cet âge-là, on arrive vraiment à gérer la pression, que ce soit médiatique, que ce soit autour du staff, les parents aussi. Des fois, c'est difficile de voir ses enfants réussir aussi vite, aussi fort dans des échéances comme ça. Comment est-ce que vous avez géré? Alors, je veux dire, j'ai toujours eu un coach mental depuis très jeune parce que j'avais beaucoup de mal à gérer mon stress en concours. J'étais très stressée et j'étais suivie d'un jeune âge et ça m'a beaucoup aidée. Même si pendant les Jeux Olympiques, j'avais pas mon coach mental avec moi, j'ai pu remettre en œuvre tout ce que elle m'avait appris à l'époque. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et après, je veux dire, j'ai eu un soutien énorme de la part de ma famille, que ce soit de mes sœurs, de mes parents, qui étaient vraiment à mes côtés et qui m'ont suivi, soutenu depuis le début, qu'on s'est dit, bon, on se lance dans cette aventure et on se met cet objectif des Jeux Olympiques. J'ai jamais ressenti aucune pression de leur part, tout au contraire, que c'était super bénéfique et ils ont toujours été là à me dire, écoute,
si on y va, c'est super, et si on n'y va pas, ma foi, on ira au prochain. Donc, j'ai jamais ressenti une pression de ce côté-là. Et donc, on a suivi notre chemin. J'ai fait les concours qu'il fallait pour les qualifications. J'ai fini par être dans l'équipe. Et en arrivant là-bas, je me suis dit, écoute, Morgane, t'as 19 ans, t'es ici, t'as un cheval, là. C'est ton maître d'école, donc il t'a mené jusqu'ici, il va pas te laisser tomber maintenant. Donc j'ai fait 100% confiance à mon cheval, et moi je partais dans l'optique que ça y est, j'étais arrivée aux Jeux Olympiques et que maintenant c'était zéro pression, c'était juste faire ce qu'on savait faire, monter le mieux qu'on pouvait, et surtout c'était de profiter de cette expérience exceptionnelle. Et donc j'en ai profité de A à Z, du jour de l'arrivée, de la cérémonie d'ouverture où je me suis retrouvée dans les premiers à défiler, parce qu'en fait la délégation espagnole, elle avait dit les plus jeunes devant, et que ce sont leurs premiers Jeux Olympiques, encore plus devant. Donc je me suis retrouvée vraiment tout devant. Et ça, c'est incroyable de rentrer dans ce stade avec tous ces athlètes et ce public. Voilà. C'était incroyable. J'en ai presque encore les larmes aux yeux d'y penser. Et puis, et les épreuves, voilà, moi, je suis rentrée dans ce carré en me disant, écoute, c'est la même épreuve. Ces juges, tu les as vus toute l'année. C'est le même carré, c'est le même cheval. Il n'y a rien qui change, en fait. C'est juste, t'es à Londres aux Jeux Olympiques, mais en soi, il n'y a rien qui change. Il faut que tu montes comme tu as monté toute l'année. Tu dois montrer ce que tu sais faire, ce que ton cheval sait faire. Montre que tu fais un couple, que vous êtes un tous les deux, et juste profite. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai pris les Jeux. Et c'est avéré plutôt bien marché. Malheureusement, on a été à quelques centièmes de la finale, donc ça, c'était un peu flûte. Mais sinon, voilà. C'était une expérience incroyable. J'en ai profité à max. Et niveau stress, ça n'a pas été... ça allait. D'accord. Une question qu'on s'était posée en préparant cette interview. Comme pour les grandes disciplines artistiques classiques, la gymnastique, le patinage, etc., en compétition, le classement est fait selon les notations d'un jury. Et on entend souvent que c'est quand même une notation subjective, évidemment, et que les résultats peuvent être biaisés parfois, que c'est pas assez factuel, assez objectif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà ressenties? Certes, c'est comme dans le patinage artistique, c'est noté par des juges, et c'est humain d'avoir des a priori, on dit, oui, il me semble. On se dit, déjà, il y a le drapeau qui compte, qu'on monte pour l'Allemagne, la Hollande. C'est clair que c'est des nations très fortes en dressage. Donc, ça donne un petit coup de pouce. Et c'est clair que certains cavaliers, on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça s'est avéré que oui, malheureusement, dans notre sport, il y en a certains qui doivent être encore plus parfaits que d'autres pour avoir les points. Et bon, on essaye de trouver des solutions. Après, c'est difficile, il disait, d'être jugé par des ordinateurs, mais bon, la beauté du dressage, c'est aussi l'émotion, la sensation qu'on donne quand on monte à cheval. Et ça, malheureusement, un ordinateur, il peut pas le juger. Il peut pas juger si on donne des papillons au ventre quand on voit une épreuve. Il y a des cavaliers que quand on les voit monter, c'est juste waouh quand même. Donc ça peut pas être jugé par l'informatique. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre cette année? Enfin, c'est la deuxième année. C'est le degré de difficulté dans les coupes du monde. Donc ça, par contre, c'est noté par un ordinateur et c'est très juste. Moi, je peux parler d'expérience. Moi, j'ai une cure de 10. Donc après, quand on fait des fautes, bien sûr, le degré de difficulté descend. Il peut pas être à 10 si on a fait des fautes. Mais donc c'est en saison de Coupe du Monde, j'ai une moyenne de 9,3, 9,5, entre 9,3 et 9,5.
Et je vois que dans des coupes du monde, par exemple dans l'Europe de l'Est, où c'est des juges qui mettent la note, j'ai eu déjà 7 et 7,5 en degré de difficulté. Eux, ils voyaient pas ça difficile, mais quand l'ordinateur calcule le degré de difficulté, il est très haut. Donc, on peut voir comme quoi ils n'arrivent pas. Il y a parfois des cures qui sont notées plus basses, donc dans le degré de difficulté dans l'ordinateur, sont notées plus hautes par les juges. Donc, je trouve ce système, par contre, pour le degré de difficulté, très bien. Vous pensez que ça va évoluer un peu dans ce sens-là de plus en plus, ou est-ce qu'on va rester sur un modèle comme on le connaît aujourd'hui dans les années à venir? Je pense qu'il va avoir des modifications, quand et lesquelles, c'est difficile à dire, mais je pense qu'ils vont essayer de rendre le dressage aussi un peu plus compréhensible au public. Ils veulent réduire un peu les reprises, qu'elles soient pas aussi longues, pour attirer un peu plus du monde, parce que c'est vrai que, par exemple, dans le saut, on voit 7 parcours défiler quand on voit une reprise de dressage. Donc, ils veulent raccourcir un peu ce temps. Donc, on aura certains moins le droit à l'erreur, parce qu'il y aura peut-être moins d'exercices pour se rattraper. Je sais pas comment ils vont changer tout ça, mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change un peu dans le dressage à ce niveau-là. Je voulais rebondir sur quelque chose que vous nous avez dit, que lorsque vous couriez aux Jeux Olympiques de Londres, vous couriez sous les couleurs espagnoles. Oui. Et depuis quelques années, vous avez donc intégré l'équipe de France et porté donc le drapeau français. Qu'est-ce qui a motivé votre choix et qu'est-ce que ça a changé surtout dans votre manière de travailler au quotidien? Est-ce que vous êtes entouré différemment ou autre? Alors moi, au quotidien, ça m'a pas changé grand-chose, hein, parce que bon, les choses sont les mêmes, mon équipe est la même, donc ça n'a pas vraiment changé. Pour moi, c'est plus, en Espagne, j'avais eu des désaccords avec certaines personnes, et que ils ne m'avaient pas écouté, que je leur avais dit si vous n'êtes pas contents, on avait fait beaucoup pour le sport en Espagne et ils nous avaient pas. Bref, il y avait eu des soucis, et j'ai dit que je me sentais française et que je voulais courir tous les couleurs de la France, parce que ça avait été quelque chose qui m'avait été reproché, que comme je parlais français, j'étais plus française qu'espagnole. Donc j'ai dit je vais courir pour ma nation. Je me sens très française, je suis très contente d'avoir changé, et aussi au plan des médias, ça se passe super bien en France et je fais beaucoup plus dans les médias en France que je faisais en Espagne. Et je pense aussi parce que c'est ma langue maternelle et que je me sens très très bien en équipe de France, je suis très bien avec la Fédé aussi, et puis il y a une super équipe, il y a une super ambiance, et tous les cavaliers, je les trouve super, donc je m'entends bien avec tout le monde, et ça c'est vraiment cool. Du coup, c'est un pari gagnant, ce changement de nationalité. Exactement. Moi, je suis très contente. Léa et moi, on n'est pas du tout cavalière de dressage, et même si ça nous intéresse beaucoup, mais on n'est pas très érudite quand même en la matière. Du coup, on aurait bien aimé pouvoir avoir votre explication sur le modèle habituel de travail d'un cheval de dressage depuis son débourrage jusqu'à ses premiers grands prix. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les grandes étapes pour dresser un cheval, pour l'amener jusqu'à un niveau de grands prix internationaux? Comment est-ce qu'on travaille la précision, l'exigence qui sont imposées par les épreuves de dressage, et comment est-ce qu'on conjugue tout ça en respectant le timing naturel du cheval et son intégrité physique? Alors, moi je pense que chaque cavalier est différent, chaque cavalier a sa manière de voir les choses. Après, il y a des cavaliers qui sont plus spécialisés dans les jeunes chevaux, donc qui ont plus en but championnat du monde des 5 ans, des 6 ans, des 7 ans. Après, il y en a d'autres qui se concentrent uniquement sur le Grand Prix. Moi, j'aime bien les prendre jeunes et puis les amener jusqu'au Grand Prix. Si je vois que j'ai un cheval qui a le potentiel de faire très très bien
sur un championnat du monde de jeunes chevaux, peut-être je changerai un peu le chemin pour essayer de me classer, mais j'essaye de rester le plus possible à l'écoute de mon cheval, en fait. Je me mets pas des buts en disant à 8 ans, il faut qu'il fasse le prix Saint-Georges, à 9 ans, il faut qu'il fasse le Grand Prix, à 10 ans, il faut qu'il fasse ses premiers internationaux. Non. Moi, je pars du principe, chaque cheval est différent. Il y a des chevaux qui sont tardifs. Par exemple, Gus, ça a été un cheval tardif. Il a fait ses premiers Grands Prix en 2016. Et il avait, je dis pas de bêtises, 14, il a 10 ans. 10 ans, il a fait son premier Grand Prix à 10 ans. Mais s'il aurait dû attendre un an de plus, j'aurais attendu un an de plus aussi. Donc, je pars pas dans une optique qu'à 10 ans, il faut absolument qu'il fasse le Grand Prix, ou à 8 ans, ou à 9 ans. Il y a des chevaux qui ont plus de talent, donc pour tout ce qui est le piaf, le passage. Donc, c'est moins d'efforts pour eux de l'apprendre. Ils l'ont un peu en eux. Donc, c'est des chevaux qui sont un peu plus, ils rebondissent un peu plus facilement dans le trot, qui ont beaucoup de force dans les postérieurs, des chevaux qui ont de la facilité à s'asseoir, à se réunir. Donc ça, c'est des chevaux, si je sens que mon cheval, il a pas de difficulté, je le laisse évoluer à son rythme. On voit pas des chevaux piaffés passagers dans la nature. Donc, le Grand Prix, ça nécessite un apprentissage. Et il faut surtout pas les forcer à le faire. Il faut que le Grand Prix soit un plaisir. Moi, je pars du principe, les chevaux, il faut qu'ils piaffent avec du plaisir. Donc moi, quand je leur apprends à piaffer, je leur apprends à piaffer à la main d'abord, donc en faisant des levées de jambes. Donc ils apprennent à garder leur équilibre sur trois jambes. Donc ils sachent lever un postérieur, et après l'autre, et après un antérieur, et après l'autre. Et à chaque fois qu'ils me donnent quelque chose, je leur donne du sucre. Donc en fait, pour eux, à la fin, ça devient un jeu. Et quand ils commencent à me donner 1 ou 2 battements de piaf, encore un sucre. Et puis après, 1, 2. Et puis je dis, j'ai pas vu, c'est 1, 2, donne-moi un 2 de plus. Donc il m'en fait 4. Et puis là, il a son sucre. Donc en fait, en aucun moment, je lui mets de la pression. S'il veut m'en donner que 2 pendant 2 mois, il me donnera que 2 pendant 2 mois. Jusqu'à ce qu'il m'en donne un de plus et un de plus. Et qu'ils comprennent, en fait, c'est un jeu pour eux, lui. Par exemple, Gus, c'était pas un cheval qui était fort au piafé. Ça reste pas une de ses allures, c'est pas son exercice préféré, mais c'est quelque chose qu'il fait avec du plaisir maintenant. En aucun moment on voit un cheval en contre de le faire. C'est pas magnifique, mais on voit un cheval qui, ok, je sais faire, je montre que je sais faire. Et j'essaie de, chaque mouvement difficile qui me donne bien, j'essaie de récompenser. Par exemple, quand je leur apprends les changements de pied au temps. Quand ils commencent, pareil, je fais 1-1. Donc, et je prends les lignes de quart et je demande 1-1, donc suivi. Et après, je commence du contre-galop, du galop à juste, 1-1. Et après, je demande 1-2-3. Et à chaque fois qu'ils me donnent un pas de plus, je les mets au pas, je les caresse et je les laisse là-dessus. Donc, j'essaie pas d'être trop gourmande en disant, il m'en a donné 3 aujourd'hui, je vais demander 4. Non, on attend le lendemain et on demandera 4 le lendemain. Mais uniquement s'il nous donne les 2 et les 3 avant. Donc, le dressage, c'est un travail de longue haleine et d'être très consistant dans son travail. Donc, c'est vraiment de tous les jours avoir un plan pour chaque cheval. De pas d'aller dire, OK, aujourd'hui, on va travailler ci, on va faire ci, on va faire ça. Non. Il faut se dire, OK, bon, on a un cheval qui a besoin de travailler son galop, qu'il a besoin de travailler la réunion dans le galop, il a besoin de travailler sa rectitude. Et une fois que tout ça est acquis, après, on peut commencer à demander des changements de pied. Un cheval qui, par exemple, sait pas faire une hanche en dedans sur la ligne de quart, je vais pas commencer à faire des appuyés ou des pirouettes. Donc, il faut y aller, comme je dis à tous mes élèves et à tout le monde quand j'essaie d'expliquer les choses, parfois c'est pas mon fort, il faut pas construire le toit de la maison sans avoir fait les fondations. D'accord. Donc il faut pas vouloir commencer à leur apprendre tous les trucs du Grand Prix, tous les mouvements du Grand Prix, sans avoir de bonnes bases. Les bases, c'est fondamental.
C'est ce qui fait notre cheval. Et c'est pour ça que moi, mes chevaux, ils prennent un peu plus de temps à arriver au Grand Prix. C'est parce que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler la base. Donc, à avoir un cheval droit, un cheval qui prend le contact sur l'arène extérieure, qui reste devant l'assiette, qui reste devant ma jambe antérieure. Donc, qui est vraiment à l'écoute de mes aides. Et un cheval qui est fort dans le dos, parce que le dressage, c'est après, au niveau Grand Prix, ça demande quand même beaucoup de forme physique. Et pour moi, des chevaux forts dans le dos et et puissants dans les postérieurs, c'est des chevaux qui vont arriver loin. Donc c'est pour ça que moi je me concentre énormément à bien muscler mon cheval, à bien travailler la base, à bien travailler mes transitions avant de commencer à m'amuser à travailler les exercices. Parce que quand la base est bonne, les exercices, c'est vraiment les doigts dans le nez, c'est facile. Et la chose, c'est que après, quand on se retrouve face à un mur dans certains exercices, on peut toujours retourner à la base. Mais si on n'a pas cette base, bah, on a perdu du temps, il faut tout recommencer à zéro. C'est pour ça que moi je dis la base, c'est super, super, super important chez un cheval de dressage. Et c'est là que je reviens au point qu'en fait, c'est les chevaux qui me disent quand ils sont prêts à avancer. C'est pas moi qui décide quand eux, ils vont avancer. C'est eux qui me disent, OK, j'ai pris la force, j'ai de la forme, je sais faire ça maintenant. Maintenant, on peut avancer. C'est comme ça que moi, j'interprète mes chevaux. Nous sommes à mi-épisode, l'heure de faire une courte entracte. Nous espérons que cet épisode vous plaît et que Morgane a su vous immerger dans son monde de techniques et de sensations. N'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires sur cet épisode en message privé. Vous le savez, nous adorons vous lire et chacun de vos messages permet de mieux cibler vos attentes pour les futurs épisodes. Je profite de ce temps de parole pour vous annoncer que notre partenaire Racer vous prépare une petite surprise. Un jeu concours sera disponible dans les jours à venir. Alors restez bien connectés. Place à la fin de cette conversation avec la belle et talentueuse Morgane Barbanson-Mestre. Je rebondis un peu sur ce que vous nous avez dit là juste avant. Vous pratiquez la liberté avec vos chevaux, en tout cas sur certains. Oui, l'éthologie. Est-ce que vous pensez que c'est une pratique qui est ou qui devient indispensable et qui fonctionne sur tous les chevaux ou voilà, certains sont plus réceptifs que d'autres? Comment est-ce que vous appréciez un peu cette pratique-là? Alors moi, j'adore le travail de l'éthologie et j'adore le travail à pied, le travail aux longues graines. Et je pense que l'éthologie et apprendre à connaître son cheval, c'est très important. Moi, mon maître d'école là-dedans m'a toujours dit, si tu n'as pas le contrôle à pied, tu n'auras jamais le contrôle à cheval. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup la liberté et puis à pied. Et puis, j'essaie de leur apprendre beaucoup de choses déjà quand je suis en bas avec eux, afin après de pouvoir les mettre en œuvre quand je suis dessus. Si, par exemple, on peut faire des sessions à la jambe à pied, avec le contact sur la rame extérieure, en utilisant la cravache comme la jambe intérieure. Et si on a un cheval qui est en contre déjà à pied, c'est sûr que à cheval, il va pas le faire non plus. Donc c'est pour ça que et je trouve que c'est important pour tous les chevaux. Il y a des chevaux qui y répondent plus rapidement que d'autres, des chevaux plus concentrés. J'en ai un, je l'appelle un peu l'autiste, puisque parfois il est complètement dans son monde et hop, et tout d'un coup il me fait ah mais t'es là toi? Ah d'accord, ok, c'est bon, on commence à travailler. Donc ça prend un peu plus longtemps à lui dire eh oh, je suis là, j'existe, écoute-moi. Mais je trouve que des chevaux avec lesquels on travaille à pied et on fait des exercices, par exemple, quelque chose de tout bête. Moi, les chevaux, ils viennent au montoir. J'appelle ça parking in, donc se garer. Donc je monte sur j'arrive par la gauche, je monte sur le montoir et hop, j'ai les chevaux qui viennent se mettre devant pour que je puisse monter dessus. Pour moi, un cheval qui vient, si on monte, bon, s'ils le connaissent, mais si il vient au montoir et
il vient pas se placer devant, c'est pas un cheval qui est disposé à travailler. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un Moi, langage que vous avez mis en place avec vos chevaux qui voilà. permet de savoir quand ils sont OK pour venir au travail, en fait, Voilà. simplement. Moi, je sais que si j'ai un cheval déjà qui résiste au montoir, bah, je vais travailler un peu plus longtemps à pied. Et hop, on va retourner au montoir. Et juste le fait de faire, ils viennent se poser au montoir. Et celui qui, le jour, normalement, ils viennent tous, tout de suite. Une fois qu'ils ont appris. Mais je sais que s'il y en a un qui vient pas, j'en ai déjà eu la preuve, le fait de ramener le montoir à lui, déjà, c'est lui qui a gagné entre parenthèses la première étape. Donc, il n'a pas été disposé, c'est moi qui ai fait un pas vers lui. Au lieu que qu'on ait trouvé un commun accord en se disant, OK, on va travailler ensemble. Là, c'est moi qui ai dû aller vers lui. Donc, c'est lui il a la balle dans son camp. Si vous voyez ce que je veux dire. Et il fait ce qu'il veut. Et j'en ai eu la preuve que j'ai eu des séances plus difficiles quand j'ai eu un cheval qui n'a pas voulu venir au montoir que quand les chevaux, ils viennent au montoir tout seuls. Parce qu'ils savent que quand il y a le montoir et qu'ils viennent au montoir, ils savent qu'ils vont travailler. Mmh. Donc, pour moi, s'il veut pas venir au montoir, ça veut dire qu'il a pas envie de travailler. Ça, c'est clair. Donc, je passe un peu plus de temps à travailler à pied jusqu'à ce qu'il vienne par lui-même et dire, OK, je suis prêt à travailler. D'accord. Je rebondissais un petit peu, je repensais à ce que vous nous avez dit un petit peu plus tôt sur les cavaliers, les grandes nations de dressage, l'Allemagne, les Pays-Bas, et je me demandais comment est-ce qu'on peut expliquer la pérennité de certains cavaliers internationaux comme la numéro 1 mondiale actuelle, Isabelle Wurz. Est-ce que pour vous, c'est simplement un niveau technique qui est vraiment supérieur à la moyenne, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient venir influencer le classement mondial et qui viendraient influencer, aider un cavalier à rester en haut de la ranking pendant des décennies comme ça? Alors pour moi, Isabelle Wurz, c'est une vraie femme du cheval. C'est une cavalière incroyable, et elle a une expérience immense. Donc elle a fait ses premiers Jeux Olympiques, j'étais même pas née. Hein. Donc elle a beaucoup d'expérience. Et je pense que dans le dressage, plus on a d'expérience, mieux c'est. Donc elle, c'est comme ça que je le vois. Et le fait aussi que c'est une cavalière incroyable, qui a énormément de feeling, qui sent ses chevaux, qui connaît ses chevaux, et qu'elle en a monté tellement. Elle est capable de faire tout et n'importe quoi avec n'importe quel cheval. Donc c'est vraiment, elle est vraiment exceptionnelle et non. Et il y en a beaucoup, Carl Lester, Charlotte Dujardin, Patrick Kittel, tout ça, ce sont des gens avec énormément d'expérience et qui font preuve comme quoi monter différents types de chevaux, ils ont mis beaucoup de chevaux, mais on voit tous que c'est tous eux qui ont mis leurs chevaux au Grand Prix. On voit pas Patrick Kittel qui a acheté un cheval de Grand Prix à tel et tel et qui réussit. Ce que j'ai remarqué, c'est les gens qui sont en haut du ranking sont tous des gens qui ont fait eux-mêmes le cheval. Là, bon, après, il y a des exceptions, bien sûr. Mais je crois que le fait de dresser son cheval au Grand Prix aide à avoir une complicité plus grande et puis réussir. Et après, bon, bien sûr, il y a le paramètre, il faut avoir des chevaux d'extrême qualité maintenant pour être là-haut. Le dressage, la discipline du dressage, c'est une discipline qui, quand on la regarde à la télé, quand on s'y connaît, je pense, mais même quand on est assez amateur par rapport à cette discipline, qui fait vraiment rêver. Et du coup, on aurait voulu que vous nous racontiez un peu avec vos mots quelles sont les sensations qu'on peut ressentir quand on est sur un cheval de dressage de ce niveau-là.
Et du coup, par conséquent, quel est votre meilleur souvenir dans un moment comme celui-ci, vous, que vous avez pu vivre dans une échéance importante ou non? En fait, on voulait avoir un peu votre ressenti personnel sur les sensations qu'on peut avoir dans des échéances de dressage comme vous pouvez en vivre. Alors, bon, je prends l'exemple de Gus. Quand on monte un cheval comme lui, je prends son trot en exemple. Il donne, j'arrive pas à l'expliquer, c'est comme si on vole au-dessus de la piste au trot, en fait. C'est une sensation. Non, comment trouver les mots C'est ce qu'il y a de plus difficile, de réussir à mettre des mots sur ces sensations-là, mais c'était pour essayer d'imaginer, ouais, qu'est-ce que ça procure d'être sur un cheval comme ça, de la puissance, du rebond, tout ça. Voilà, J'imagine que c'est voilà, il y a de la décuplé par puissance. rapport à un cheval normal. Il y a une puissance qu'on ressent, cette force de se porter et d'aller vers l'avant, qui est quand même incroyable, tout en ayant cette sensation de légèreté aussi. On sent, c'est, comment dire, c'est léger parce qu'il il tire pas devant, il se porte et c'est comme si on touchait pas le sol, mais c'est aussi on sent une puissance quand on part dans un trot allongé et que tout vient de derrière et qu'on part comme une fusée après le coin, c'est incroyable quand même. Ça donne des sensations, ouais. Et pour moi, la meilleure sensation, c'est quand je sens que je fais un avec mon cheval et que j'ai pratiquement pas besoin de bouger, mais juste avec mon assiette et mon ventre, je lui dis quoi faire en fait, et que lui il comprend. Et ça, pour moi, c'est le summum. Quel est votre record personnel, vous, dans un Grand Prix? Alors, j'ai fait cette année 79. C'était à Malines. 79. 79, 78, je crois. Point 78. Il me semble que c'était. Et ce jour-là, ça a été vraiment un déroulé complètement extraordinaire, hors du commun pour vous? Non. C'est vrai? Non, j'ai fait une faute énorme au début de ma reprise qui m'a coûté de passer la barre des 80, donc j'étais pas très contente en sortant. D'accord. Donc là, on est en plein dans le cas qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, où voilà. Finalement votre ressenti à vous diffère de ce que les juges ont pu voir et ressentir à l'œil. Voilà. Ils m'ont noté bas pour ma faute, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses tellement belles après. Comme la faute était en début d'épreuve, ils l'ont un peu oublié le long de l'épreuve et tout le reste a été noté fort. Donc ça a un peu compensé la faute. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu cette faute, pour moi, ça aurait été presque parfait pour lui. Donc c'est vraiment dommage qu'il y ait eu cette faute sur cette pirouette à l'entrée. D'accord. On aimerait pouvoir parler un petit peu de vos chevaux et pour commencer peut-être si vous pouvez nous parler de Painted Black qui est, sauf erreur, un cheval qui vous avait été offert par vos parents donc pour votre 18e anniversaire et qui a, je crois, propulsé votre carrière. Voilà. Donc Pibi, je l'appelle Pibi, c'est son petit nom, m'a été offert à 18 ans. C'était le cheval de mes rêves en fait. Je me rappelle, je l'avais suivi depuis ses 6 ans au championnat du monde, que j'avais dit à mes parents, waouh, quel beau cheval. Donc j'avais suivi sa carrière sous Anki. Et un jour, je me rappelle, mes parents ils m'ont dit, on va aller essayer un cheval parce que on cherchait un cheval de Grand Prix. Et je me rappelle arriver dans les écuries de Anki et voir Pili. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est lui? J'y croyais pas. Et puis mes parents, ils ont dit oui, c'est bel et bien lui, on a appris qu'il était à vendre, mais ne rêve pas, on va pas l'acheter. Ne rêve pas, on va pas l'acheter. C'est pas ce qu'on cherche.
Mais comme on sait que tu adores ce cheval, on avait la chance de pouvoir l'essayer. Donc, on s'est dit, bon, on va aller l'essayer au moins pour se faire plaisir. Ouais. Donc, moi, ne m'achetais pas, c'était pas un problème. J'avais pu m'asseoir sur lui et puis le monter. Et je me rappelle avoir cette sensation de me dire, ça, c'est mon cheval, en fait. J'ai eu cette sensation après quelques foulées de trot, me dire, oh, c'est incroyable, je le connais, en fait. C'est comme si je connaissais le cheval depuis des années. Et j'ai déroulé le Grand Prix. En fait, j'avais jamais déroulé un Grand Prix de ma vie. Et Anki m'a fait dérouler le Grand Prix, donc des morceaux du Grand Prix. Et tout allait bien. C'était presque parfait, parce que la perfection n'existe pas dans le dressage. Et on est toujours à la recherche de la perfection. Et je me rappelle mes parents dire et Anki dire, j'ai jamais vu Pibi aller comme ça avec quelqu'un d'autre. C'était comme si on était fait pour être ensemble tous les deux. Et donc on est revenu le réessayer une deuxième fois et mes parents m'ont dit non, on va quand même pas l'acheter, etc. Et je me rappelle le jour de mes 18 ans, on était en vacances et là mes parents, mon père qui me dit et maman, ils me disent ah bien, on a quelque chose à te montrer, il faut que tu nous imprimes un bout de papier, je sais pas quoi. Et là, j'imprime le contrat de vente de Pibi et qui me disent joyeux anniversaire. J'en pleure même encore. Et ça a été voilà le début de ma carrière grâce à lui. Ouais. Un cheval incroyable, on a fait des choses fantastiques. Mais le pire, c'est que quand j'ai commencé à le monter après, quand on est rentré de vacances, je suis partie passer un mois pour le monter. Ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Et mes parents, ils ont dit, oh, moi, on a fait une bêtise. Et puis non. J'ai appris à le monter et ça s'est avéré être génial et on a vécu des choses incroyables. Et c'est un cheval avec une personnalité, c'est un humain. Il parle sans parler. Et je vois vraiment des moments incroyables dans les Jeux Olympiques. Et je lui serai éternellement reconnaissante parce que je suis la cavalière que je suis au jour d'aujourd'hui grâce à lui. Parce qu'il a été le meilleur maître d'école. C'est des chevaux qui nous apportent beaucoup d'émotions. Ouais. Et je voulais vous parler aussi de votre cheval de tête, Gus, parce que je crois savoir que ce cheval-là, il n'a pas eu une vie tout à fait classique et qui revient de loin. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, enfin, si vous en avez envie, évidemment, ce qui est arrivé à ce cheval et puis quel est l'avenir avec lui? Alors, Gus, mon Gus. Alors, Gus, on l'a eu en 2013. Donc, ça fait 7 ans maintenant qu'il est parmi nous, dans la famille. Et c'est mon petit chouchou parce que ce cheval, il n'a pas eu une vie facile. En juillet 2013, il a eu un grave accident au concours de Falsterbo. D'ailleurs, on est très, très, très déçus du concours qui nous ont absolument pas du tout aidés. Ils n'ont rien mis en place pour aider le cheval lors de son accident. Ils nous avaient mis, donc à savoir, lui, c'est un cheval qui fait 1m76 de garrot. C'est un grand cheval. Et je me rappelle avoir demandé un box double pour lui et qu'ils nous avaient pas donné. Ils nous avaient dit qu'ils avaient plus de place, donc c'était le box qu'il avait et puis voilà. Le cheval, il s'est roulé dans son box et c'était des box pourris en bois. Donc même pas des box en toile ou en plastique comme ils ont maintenant. C'était des box avec les parois en bois et le cheval, il a donné un coup de pied dedans en fait et il est resté coincé. Donc on a dû découper le bois pour le sortir et il s'est relevé et là on voyait tout était ouvert. Il avait 32 cm une ouverture de 32 cm de long, 7 cm de large.
on voyait l'os, donc il avait une fissure sur l'os et tout. Et le vétérinaire du concours nous a dit, bon, on est désolé, mais le cheval est sur 3 pattes, les dégâts sont énormes, il faut le piquer. Pour nous, c'était hors de question, bien sûr. On a dit, non, on va l'amener à une clinique. Donc, on a appelé la clinique de Helsingborg, super clinique, qui ont fait un super travail sur le cheval. Ils nous ont dit, si vous arrivez à le mettre dans un camion, et nous l'amener, on va tout faire pour lui sauver sa jambe. Donc, le cheval, avec un cœur grand comme lui, sur 3 jambes, tous ensemble, là, en train de le pousser, il rentre dans le camion, on l'amène à la clinique, le cheval, il s'est opéré, il s'est fait recoudre un des ligaments, ils lui ont gratté de l'os parce que c'était ouvert et ça pouvait s'infecter, ils l'ont recousu, bref. Donc, ça a été après, il fallait attendre 3 semaines pour voir si l'os faisait pas un suros et qu'il fallait pas réopérer. Donc, dans notre malheur, on a eu la chance qu'il n'y a pas eu ce suros. Mais le cheval, il a gardé de graves séquelles de cet accident. Il a une cicatrice énorme. Ça lui a détruit tout son système lymphatique. Donc, beaucoup de soins de physio. Il a besoin pour faire des drainages, pour maintenir une bonne mobilité de ses postérieurs. Il a eu des séquelles dans les hanches, dans le sacro-iliaque. Et bref, ils nous avaient dit, en sortant de la clinique, ils nous ont dit, vous espérez pas avoir un cheval de sport, vous avez de la chance qu'il est encore étalon et que peut-être il aura une carrière en tant qu'étalon. Et donc nous, têtus comme des mules, on a dit, bon, bah, on va lui donner son temps. Et un jour, je me dis, bon, je vais le mettre dessus. Et on va essayer de trotter. J'ai eu très très peur pour ma vie ce jour-là. Et il tenait pas debout. Donc, il s'est mis à trotter, il s'est écroulé derrière, il tenait pas sur ses postérieurs, bref. Mais bon, de fil en aiguille, il a pris de la force, il a commencé à trotter, à galoper. D'ailleurs, les vétérinaires ont trouvé ça extraordinaire. Et après, ils nous ont dit, bon, ça sera jamais un cheval de Grand Prix, tralala. Et puis voilà. Donc, petit à petit, on a fait notre petit train-train, on a fait notre petit chemin. Il a eu 2 fois la Lyme, donc ça aussi, ça n'a pas aidé. Donc, il a vécu beaucoup de choses, mais c'est un guerrier, c'est un battant. Et quand on me disait ça sera jamais un bon cheval de Grand Prix, il sait pas piaffer, il sait pas ceci, il sait pas cela, ça m'énerve parce que les gens connaissent pas son histoire et c'est une histoire que j'ai envie de raconter parce que c'est quand même incroyable ce qu'il a vécu et je suis très fière de lui. Ça s'entend, c'est une belle histoire, c'est une très belle histoire. Voilà. Comme quoi, y croire, ça fait beaucoup. Croire en son cheval, beaucoup d'amour, beaucoup de patience et de persister et être constant, ça mène à beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, quels sont vos prochains objectifs avec lui? Est-ce que vous préparez Tokyo? Est-ce que vous préparez Paris 2024? Alors, je prépare Tokyo avec lui. J'espère la finale de la Coupe du Monde l'année prochaine. J'espère Aix-la-Chapelle si ça se fait encore cette année. Donc, Gus pète la forme. Tant qu'il aura envie d'aller, il a que 14 ans, donc il est encore en super âge pour continuer. Il s'arrêtera quand il me dira qu'il aura plus envie, mais je pense pas que c'est le cas parce qu'il adore aller au concours. Il préfère être au concours qu'à la maison. Mais non, pour Paris 2024, j'ai mon arme secrète à la maison. Gus aura 18 ans en 2024, donc ce sera pas un âge pour lui d'aller aux Jeux Olympiques. Et j'ai ce super cheval, Habana, qui a été champion de France des 7 ans l'année dernière. Donc vraiment un cheval que j'ai beaucoup d'espoir pour lui.
et dans lequel je crois à 300% et que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous montrer. On vous le souhaite en tout cas, on a hâte de voir ça. Est-ce que pour finir, vous pourriez un peu nous parler des personnes et surtout des partenaires qui vous entourent? Vous êtes aujourd'hui très visible sur les réseaux sociaux, vous avez une grande communauté et vous en profitez aussi forcément pour mettre en avant ces partenaires. Comment est-ce que vous les choisissez déjà? Et en quoi est-ce que vos partenaires participent à la performance, d'après vous, d'un cavalier? Donc, moi, la plupart de mes partenaires, il y a une histoire derrière que je connais les gens. Moi, j'aime travailler sur le long terme et sur la confiance. Pour moi, eux, ils m'offrent du matériel. Par exemple, j'ai Racer Gloves pour les gants que je trouve super. Que moi j'essaie de lui donner un max de visibilité, lui aussi, on s'entend très bien. Moi j'aime travailler avec les gens avec qui j'ai une affinité, avec qui je m'entends bien, que on ait la même philosophie. J'aime travailler avec ces gens-là et tous mes partenaires ils l'ont. Après chacun m'offre qu'est-ce qu'il peut m'offrir et puis moi en retour j'essaye de les rendre fiers, de les promouvoir sur mes réseaux et c'est surtout des gens avec qui j'aime travailler et que j'aime les produits parce que j'arrive pas à promouvoir un produit que j'aime pas. Donc quand je représente une marque, c'est vraiment que j'aime le produit et que j'y crois et c'est ça qui me permet de bien la représenter aussi. J'arrive pas à mentir. Donc, si je dis qu'un produit il est top, c'est que vraiment qu'il est top. Et qu'en tout cas, je y crois. Et chacun, il m'aide comme il peut. Par exemple, j'ai aussi Orthop Nutrition qui met à disposition un diététicien pour suivre l'alimentation des chevaux. De beaucoup j'ai le cellier qui vient régulièrement vérifier les selles. J'ai Dion avec qui on a créé la ligne de dressage qui est vraiment très très bien adapté pour les chevaux. Tout a été étudié avec des physios pour l'anatomie de la têtière et tout, donc c'est vraiment c'est très bénéfique pour le cheval. Après, donc j'ai tous les partenaires que j'ai et c'est beaucoup des partenaires qui ont été là depuis longtemps. Dion, ça fait maintenant 9 ans qu'on travaille ensemble. Pareil pour Kentucky. Ça fait 7 ans. Donc j'ai commencé avec eux, ils avaient qu'une paire de guêtres. Donc c'est des marques que j'ai vu aussi grandir et qui m'ont vu grandir et qui m'ont aidé à grandir. Et j'ai vraiment envie de les remercier. Tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont à mes côtés, parce que sans eux, ça serait pas possible. D'accord. C'est une relation win-win forcément. Il faut que tout le monde puisse bénéficier de tout ça. Morgane, vous étiez notre première invitée de dressage, spécialisée dans le dressage. C'est la première fois qu'on a un dresseur dans notre podcast. On sait que vous avez été beaucoup demandé. Il y a beaucoup de personnes qui nous avaient envoyé des messages pour savoir si c'était possible de vous contacter, de vous solliciter pour enregistrer. Donc, on espère et on pense que cet épisode va leur plaire. On espère que l'exercice vous a plu aussi. Et voilà, cet épisode est déjà fini. Ouais, on espère que ces cheveux vous a plu. Génial. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez suivre Morgane Barbanson-Mestre sur ses réseaux sociaux pour en savoir davantage sur son quotidien, sur son actualité. Et je vous invite aussi à suivre Racer Gloves sur les réseaux sociaux pour en découvrir davantage sur leur collection de gants équitation. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.